Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue pour cette conférence. Donc on a intitulé « Quand les glaciers craquent, fondent et se réchauffent, quels risques dans les Alpes ?» Donc on va parler des risques d'origine glaciaire, des risques créés par les glaciers. Donc ça va être une conférence à deux voix. Donc Juliette va vous présenter son travail de thèse dans le cadre d'un projet un peu plus général et notamment de comment on peut prévoir comment vont se réchauffer les glaciers dans le futur, et notamment plus particulièrement le glacier de Tacona. Et moi, je vais vous parler d'un événement un peu spécifique, où il n'y a pas eu d'événement, puisqu'on a géré en amont, et il n'y a pas eu d'événement, c'est la vidange du lac des Bossons, au-dessus de Chamonix. Mais avant de ça, une petite introduction sur ce que sont les risques d'origine glaciaire. Alors on en parle beaucoup dans la presse locale, notamment dans le Dauphiné libéré. Il y a de nombreux articles, il y avait un cahier pleine page un dimanche il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on parle de catastrophes glaciaires, on en parle aussi plus ou moins bien dans la presse nationale, avec des articles dans Libération, justement suite à la vidange du lac des Bossons en 2023, ou l'émission de Sur le front. Et vous voyez, donc tout le monde utilise les mêmes mots, la peur, voilà, la catastrophe. Alors on va essayer de tout vous dire, ou presque, parce que bon, en 40 minutes, on n'aura pas le temps de tout dire. Mais en tout cas, on va essayer de vous raconter ce que sont les risques d'origine glaciaire. Alors, quelques petites bases pour qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose. Donc, les glaciers, c'est de la glace. Et la glace, c'est de l'eau gelée. Donc, c'est la même molécule H2O. Il y en a une qui est inférieure à 0 degré, l'autre qui est supérieure à 0 degré. La glace, on peut le voir comme un solide, alors que l'eau, c'est plutôt un fluide, un liquide. Et il y a des densités qui sont différentes, ça a son importance. La densité, la masse volumique de la glace est plus faible que celle de l'eau, à peu près 900 kg par mètre cube, alors que l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Donc la glace flotte sur l'eau, ça a son importance dans tout ce qu'on va dire par la suite. Alors, qu'est-ce que c'est que les risques d'origine glaciaire? Qu'est-ce qu'on met dans ces risques d'origine glaciaire? Donc ça, c'est un peu un bestiaire de ces risques. Et en fait, il y a deux types d'aléas liés au glacier. Il y en a un qui est en lien avec la glace elle-même. C'est par exemple, comme ici, quand vous avez une langue de glace, donc le front d'un glacier qui, d'un seul coup, se fracture et forme une avalanche de glace. Ça peut être aussi un glacier un peu plus haut en altitude qui est froid et qui est sur des pentes très raides et qui, d'un seul coup, va aussi lâcher un gros volume de glace et ça va partir en avalanche de glace. Ça peut être aussi une chute de sérac comme le glacier de Tacona, c'est-à-dire que régulièrement, il y a des gros volumes de glace qui sont lâchés. Et tout ça, en fait, ça conduit à des avalanches de glace qui sont très différentes des avalanches de neige d'un point de vue de la rhéologie. Il y a des collègues, je ne vais pas vous parler de ça ce soir, mais il y a des collègues de l'IGE qui travaillent justement sur ces avalanches de glace qu'on ne sait pas très bien modéliser aujourd'hui. Autant on sait bien modéliser les avalanches de poudreuse ou les avalanches de neige humide, autant les avalanches de glace, on ne sait pas encore très bien les modéliser, c'est-à-dire on ne sait pas bien dire jusqu'où elles vont aller et avec quelle force elles vont impacter les ouvrages. Ensuite, il y a une autre catégorie qui est liée à la glace. C'est ce qu'on appelle les crues glaciaires ou les avancées glaciaires. Alors, heureusement ou malheureusement, avec le réchauffement climatique, il n'y en a plus trop. Il n'y a plus aucun glacier à la surface de la Terre. Ce glacier là, qui était en Alaska, qui est toujours en Alaska, c'était un peu le dernier des glaciers à avancer, à continuer à avancer. On le voit, il est en train de manger la forêt. Là. Ça, c'était jusque dans les années 2010. Aujourd'hui, il fait comme les autres, comme tous les autres. Il n'y a plus aucun glacier qui avance à la surface de la Terre. Tous les glaciers sont en recul aujourd'hui. Alors, sauf certains glaciers qui, de temps en temps, mais là c'est un phénomène épisodique qui dure quelques mois ou quelques années, on parle des glaciers qui foirent, ou surge en anglais, et qui se mettent à avancer très rapidement, 10 fois plus rapidement que ce qu'ils avancent d'habitude. Et puis après, ils s'arrêtent et puis ils repartent dans un cycle normal. Mais ça, c'est surtout on n'en a pas dans les Alpes.
c'est surtout des glaciers qui sont au Svalbard, par exemple, ou en Alaska. Alors, aujourd'hui, donc, on va vous parler de ce type d'aléas, donc des glaciers froids suspendus. Et donc, ça sera la deuxième partie de cette présentation, et c'est le travail de thèse de Juliette. Le deuxième type d'aléas, la deuxième typologie d'aléas glaciaires, c'est ceux qui sont liés à l'eau. Hein, comme je l'ai dit en introduction, la glace, c'est de l'eau solide. Et donc, avec le réchauffement climatique, ou pendant l'été, il y a beaucoup d'eau qui est produite à la surface des glaciers et qui peut se stocker, hein, qui peut être stockée à l'intérieur de ces glaciers de différentes façons. Elle peut être stockée au front des glaciers, elle peut être stockée à l'intérieur des glaciers, ou elle peut être stockée à la surface des glaciers. Donc, dans ce cas-là, on parle de lacs proglaciaires, on parle de lacs intraglaciaires ou de poches d'eau. On parle de lacs supraglaciaires. Et toute cette eau qui est stockée, le problème c'est que pour une raison X ou Y, à un moment, et de façon souvent inattendue et brutale, elle risque d'être relâchée. Et donc ça peut conduire à ce qu'on appelle des crues torrentielles ou des laves torrentielles et à des inondations dans la vallée. D'accord ? Donc toute cette eau, il faut éviter qu'elle soit stockée. Et ça, c'est typiquement l'aléa que l'on rencontre le plus aujourd'hui. Hein. Il y a un peu plus d'une dizaine de lacs en France, au-dessus d'Angers, qui sont surveillés dans les Alpes. Et donc, dans ce qui suit, là, je vais vous parler du lac proglaciaire. Alors ici, c'est une photo au Mont de Lens, dans la station des Deux Alpes. C'est un lac qui s'est vidangé, heureusement sans faire de dégâts en 2018. Moi, je ne vais pas vous parler de ce lac-là, je vais vous parler du lac des Bossons qui est au-dessus de Chamonix. Mais voilà, on a plusieurs exemples de lacs proglaciaires comme ça dans les Alpes. Alors, avant de vous parler du lac des Bossons, quelques mots encore, notamment sur ce lien entre le réchauffement climatique, hein, que l'on subit et qui a forcément un impact sur les glaciers, et les risques d'origine glaciaire. Donc, cette figure, je l'ai tirée du rapport du GIEC, ou de l'IPCC. C'est un rapport de 2019 qui est un rapport spécifique sur la cryosphère, donc, et notamment les glaciers de montagne. Et donc, bon, c'est une figure qui est un peu compliquée. En plus, elle est en anglais, donc je m'appuie dessus. Mais globalement, j'ai deux messages à faire passer. Donc, c'est en termes d'instabilité de pente, de glissement de terrain ou d'avalanche de glace. Ce rapport dit qu'il y a potentiellement une réduction de ces phénomènes du fait que les glaciers vont être de plus en plus hauts dans les montagnes, donc de plus en plus loin des enjeux. Alors ça, je pense que c'est dans un terme un peu lointain, c'est-à-dire dans 2, 3, 4 décennies, effectivement, ça sera le cas. Les glaciers vont avoir suffisamment reculé pour que les avalanches de glace, elles, n'impactent pas les enjeux. Sauf que peut-être on aura habité des coins des montagnes un petit peu plus haut, donc ce n'est pas sûr que ça se passe effectivement comme ça. Et le deuxième point qui est remarquable, c'est l'augmentation des inondations, et notamment des laves torrentielles, puisqu'on va avoir de plus en plus de lacs, hein, c'est ce que je disais à l'instant, on a de plus en plus de lacs dans les Alpes, et ces lacs sont de plus en plus gros, au fur et à mesure que les glaciers rétrécissent, hein, puisque ces lacs se forment là où la glace fond. Donc voilà, donc on s'attend avec le réchauffement climatique à avoir une fréquence et une ampleur et des localisations différentes de tous ces risques naturels en montagne. Alors, au niveau de l'IGE, donc l'IGE c'est un laboratoire de recherche, donc notre activité principale c'est de faire de la recherche. Donc initialement, on travaille principalement sur conduire des recherches pour comprendre les processus qui sont en jeu dans ces risques d'origine glaciaire. Ça c'est notre métier principal. Et alors là, il y a plein d'approches, hein. Il y a des gens qui font de la modélisation, il y a des gens qui font de l'expérimentation.
Et il y a des gens qui vont sur le terrain pour faire des observations, déposer des capteurs. Juliette vous en parlera dans la suite de cette présentation. Et ça, c'est bien structuré autour d'un... Alors, voilà, c'est pas souvent qu'on lance des fleurs à nos politiques, mais là, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, sous l'impulsion du ministère de la Transition écologique, de la Direction générale pour la prévention des risques, donc la DGPR, qui a lancé un plan d'action pour la prévention des risques d'origine glaciaire et périglaciaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, parce qu'avant, il n'y avait pas grand-chose, c'était pas du tout structuré. Et donc ça a permis de structurer la communauté entre les acteurs institutionnels, dans les mairies, dans les préfectures, les DDT, et nous qui faisons la recherche. Et donc là, on a des financements. Par exemple, le financement de la thèse de Juliette vient directement de la DGPR. Et donc il y a une vraie volonté de progresser sur la compréhension de tous ces phénomènes, de tous ces processus qui sont en jeu dans ces risques d'origine glaciaire. Donc ça, c'est notre première activité, donc encadrer des thèses, produire des articles, produire des connaissances sur ces processus liés au risque d'origine glaciaire. La deuxième activité, elle est un peu plus marginale, même si, en ce qui me concerne, ça occupe à peu près 100% de mon temps, mais c'est d'avoir une activité d'expertise. Et là, donc, on va intervenir en tant qu'expert sur un sujet bien précis pour aider, pour soutenir les communes, les préfectures, le RTM. Donc le RTM, c'est Restauration des terrains de montagne, c'est un organisme qui dépend de l'ONF et qui est basé dans tous les massifs alpins, qui a des antennes dans tous les massifs montagneux, hein, puisqu'ils sont aussi dans les Pyrénées, pas que dans les Alpes, et avec qui on travaille en étroite collaboration sur des sites bien dédiés. C'est par exemple, comme le mentionnait Gilles en introduction, le glacier de Tête-Rousse, hein, où on a découvert une cavité en 2010. Et donc depuis 2010, chaque année, on fait un rapport. Il y a des réunions à la mairie de Saint-Gervais pour discuter de qu'est-ce qu'on va faire l'an prochain, comment on continue à surveiller ce glacier. Mais il y a d'autres glaciers, donc il y a le glacier de Tacona, il y a le lac du glacier des Bossons dont je vais vous parler, il y a le lac du glacier de la Grande Motte, et puis il y en a d'autres que je ne mentionne pas ici. Voilà, donc ça c'est une autre activité qui sort un peu de notre activité classique, qui peut prendre pas mal de temps. Hein, c'est beaucoup de réunions et beaucoup de rapports à rédiger, mais c'est en lien vraiment avec ça. Donc là, je vais vous parler du glacier des Bossons, et plutôt de son lac, hein, que vous pouvez voir ici. Et donc le glacier, on le voit, il est ici, le front du glacier est ici. Donc ça, c'était une vue en 2023, pendant l'hiver 2023, juste avant l'été où on a vidangé ce lac. Donc, je vais vous raconter un peu l'histoire de la découverte de ce lac et de pourquoi il a fallu agir et comment on a essayé de résoudre le problème et comment on a finalement résolu le problème. Donc voilà une vue prise depuis l'autre côté de la vallée de Chamonix. Hein. Alors ça c'est le village des Bossons, mais Chamonix est ici. Donc avec le glacier des Bossons ici et son front qui est ici, le glacier de Tacona dont parlera Juliette juste après. Et donc à l'altitude de 1700 mètres, là on a un lac qui s'est formé. Et de façon, alors au niveau des... Donc ce glacier des Bossons, ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il a 3 torrents émissaires. Il a le torrent des Bossons qui porte le même nom que le glacier. Il a le torrent de la Creusette qui est ici. Et puis il a le torrent de la Creuse qui passe au niveau du tunnel du Mont Blanc, pour ceux qui sont déjà allés dans la région, et qui passe sous les virages là, qui permettent à l'autoroute de monter au tunnel du Mont Blanc. Donc contrairement à ce que dit le nom du torrent des Bossons, il y a très peu d'eau qui s'écoule dans le torrent des Bossons. Jusqu'à présent, il y avait très peu d'eau qui s'écoulait dans le torrent des Bossons. C'était un tout petit torrent. Quasiment toute l'eau parle dans le torrent de la Creuse et dans le torrent de la Creusette.
Donc c'est un torrent qui, typiquement, a des tout petits ouvrages, c'est-à-dire de franchissement. Il y a des ponts qui ont des tout petits gabarits de quelques mètres carrés et qui traversent le village là, des Bossons. Et on verra dans la suite que ça a posé quelques problèmes dans la décision des travaux. Alors, le contexte, donc là c'est une vue prise depuis un drone, donc le lac est ici, Chamonix est en haut du tableau, et là c'est le glacier, donc le lac il a été visible à partir de 2015. Ah zut, je suis parti trop vite, j'ai oublié de dire qu'il y avait un quiz à la fin de... Ah, petite interruption avant de continuer. Donc, à la fin de notre présentation, il y aura des questions qui vous seront posées. Il y aura un quiz. Et vous pourrez gagner de magnifiques BD, pour ceux qui répondent juste. Donc, on vous expliquera la règle. Voilà. Donc, écoutez attentivement et retenez tous les chiffres. J'aurais dû commencer par ça. Donc je continue. Donc un lac visible à partir de 2015. La date depuis quand est visible le lac, il n'y a pas de question là-dessus. Donc c'est pas ça qui m'a fait penser à ça. Et donc ce lac a un exutoire naturel. Ça veut dire qu'il y a un torrent et que donc il ne peut pas monter plus haut que le seuil de cet exutoire naturel. Et qui est le torrent de la Creusette. Donc c'était celui qui était au milieu entre la Creuse et les Bossons. Et puis il y a le glacier. Il y a le glacier en fait qui vient ici au contact du lac. Et c'est vraiment parce que le glacier il était là, il y a quelques années, avant 2015, il était là. Et donc le glacier a fondu et du coup il y a un lac qui s'est formé à cet endroit-là. Et donc il y a quand même la glace là qui fait un barrage. Alors autant ici c'est du bon granit et on n'est pas inquiet, il n'y a pas de risque que le lac vienne casser ce granit. Autant ici, les premières questions qu'on s'est posées, c'est est-ce qu'il y avait un risque que le lac il se vidange en passant sous le glacier et parte ici dans le torrent des Bossons. Alors, je vous montrerai comment. On a vu qu'effectivement, la pente du rocher qui est sous le glacier, elle est dirigée vers la rive gauche, donc vers la gauche de l'écran. Et donc, elle est favorable à ce que l'eau parte vers le torrent des Bossons. Et donc, on est dans une situation, quand on découvre ce lac, en 2015, alors on s'en est vraiment inquiété quand il commençait à être un peu plus gros, c'est-à-dire pendant le Covid, en fait, en 2020. Donc, on est dans une situation où on a un lac qui se forme. On est sûr qu'il va grossir puisque le glacier ne fait que se reculer. Ici, on perd 3 mètres de glace par an. Donc, le glacier ne fait que reculer. D'accord ? Donc le lac va forcément s'agrandir. Et puisque la pente du socle est vers la gauche, en plus il va s'approfondir parce que plus on va vers la gauche, plus c'est profond, donc il va gagner énormément de volume. Et donc l'aléa ici qui est identifié, c'est que ce lac pourrait se vidanger soudainement et de façon imprévisible. Donc aujourd'hui, nous scientifiques, on n'est pas capable de dire quand est-ce que ça peut arriver et sous quelle forme ça va se passer. On sait que ça peut arriver, c'est un peu la seule chose qu'on peut dire, on sait que ça peut arriver. Et donc, on peut avoir une vidange soudaine et imprévisible par un chenal sous-glaciaire, c'est-à-dire par un chenal qui va être à l'interface entre le rocher et la glace, qui va se creuser à l'interface entre le rocher et la glace. Alors, voilà, donc c'est exactement ça que j'étais en train d'expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'une vidange par un chenal intra- ou sous-glaciaire? Donc intra, ça serait dans la glace, sous-glaciaire, ça serait à l'interface. En fait, c'est toujours un peu un mix de ces deux choses. Mais donc vous imaginez, c'est la baignoire qui est pleine d'eau et je viens retirer la bonde pour vider la baignoire. Mais en plus, mes tuyaux qui vidangent ma baignoire, ils ne font que s'élargir. C'est-à-dire que quand je commence à faire passer de l'eau, ça fait fondre la glace. Et donc le tuyau, il devient de plus en plus gros. Et donc on a une vidange qui est un peu de façon exponentielle. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus, on a un tuyau qui est de plus en plus gros et qui va vidanger ce lac de plus en plus rapidement. Et donc très rapidement, en quelques heures, on va vider ce lac. Donc, et ça, du coup,
Si devant, il y a des sédiments, des matériaux meubles, ça va tout entraîner et ça fait ce qu'on appelle une lave torrentielle. Donc le risque avec ce type de vidange intra- ou sous-glaciaire, c'est que c'est complètement imprévisible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment le prévoir. Ça va être très rapide et ça va y avoir des forts débits. Et ces débits vont être surtout fonction du volume du lac, c'est-à-dire est-ce qu'il fait 10 000 m3, 20 000 m3, 100 000 m3, etc. Le deuxième risque, c'est que le glacier finisse par s'amincir suffisamment pour que le lac déborde par-dessus le glacier. D'accord ? Et donc là, on va avoir une vidange qu'on appelle supraglaciaire, par-dessus le glacier, par débordement. Alors ça, c'est prévisible parce que le glacier, on le voit fondre tout doucement et puis à un moment, pouf, il arrive au niveau du lac et ça va déborder. Et il va y avoir le même phénomène quand l'eau, elle va circuler sur le lac, elle va inciser la glace, elle va faire fondre la glace et ça va finir par, si tout se passe bien, ou si tout se passe mal, ça va finir par creuser un chenal par-dessus le glacier. Donc c'est la flèche rouge là, qui dit qu'il y a un chenal qui se creuse. Donc ça, c'est complètement prévisible. On peut savoir vraiment, ça va se produire dans les semaines qui viennent. Voilà. Ça peut conduire à des vidanges lentes à très rapides. D'accord ? Il y a des événements catastrophiques qui se sont produits comme ça. D'accord ? Ça peut avoir des faibles à des forts débits. Et ça, c'est fonction, tout ça, si la vidange est lente ou rapide ou des faibles et des forts débits, c'est fonction de la surface du lac. Donc, c'est plus le volume qui est important, c'est la surface du lac. Si le lac il est très étendu, mais qui fait que 3 mètres de profondeur, ça sera plus dangereux que s'il n'est pas étendu et très profond. Pourquoi ? Parce que ce qui est important, c'est la quantité d'eau que vous avez disponible à la surface. C'est cette quantité d'eau sur le premier mètre. D'accord ? Et donc plus vous êtes étendu, plus vous allez avoir un volume d'eau important. Et donc finalement, pour des lacs qui ne sont pas très grands, pas très gros, comme le lac des Bossons, c'est la solution, ça peut être la solution pour vidanger le lac. C'est-à-dire qu'on peut se dire, on ne va pas attendre que le glacier fonde, jusqu'à ce que la surverse se déclenche par elle-même. On va venir avec une pelleteuse et on va creuser un chenal pour déclencher la surverse par-dessus le glacier. Et donc ça a été fait à quelques endroits, assez peu finalement, et c'est ce qu'on a mis en œuvre, pour le glacier des Bossons. Donc avant de vous parler de la phase de travaux, juste quelques explications sur les mesures que l'on fait pour caractériser cet aléa. Donc, donc ça c'est en 2021. Voilà, pour connaître la pente, avant d'y aller, on n'avait aucune idée de la pente du socle rocheux. Est-ce qu'elle nous emmenait vers le torrent des Bossons ? Et donc, pour le savoir, on fait des mesures radar. C'est-à-dire qu'on vient passer un radar sur la surface du glacier. On fait aussi des forages pour aller taper le socle rocheux. Et ça nous donne une carte du rocher. Donc là, c'est des altitudes. S'il n'y avait plus de glace, ça va être la topographie du rocher. D'accord ? Et on voit bien que la pente elle est dirigée vers les Bossons. Et donc ça confirme le risque qu'il y a un risque de vidange sous-glaciaire. Ensuite, il y a des collègues, et ça a été fait par nos collègues du RTM, qui font des simulations et qui disent, alors si on a 10 000 m3 d'eau, qu'est-ce que ça fait en termes de lave torrentielle ? Jusqu'où ça peut aller ? Donc là, c'est une simulation, j'en ai mis qu'une, ils en ont fait plein. Avec un lac de 20 000 m3, et ben voilà, donc le village des Bossons, il y a pas mal de dégâts quand même, ça traverse l'autoroute, voilà, donc potentiellement on ne veut pas prendre ce risque-là. Il y a clairement des impacts sur pas mal d'enjeux à l'aval. Donc ça, c'est les hauteurs qui sont déposées, vous voyez, jusqu'à 5 mètres de sédiments qui sont déposés avec cette lave torrentielle. Ensuite, ce qui est important, du coup, on sait qu'il ne faudrait pas qu'on dépasse les 15-20 000 m3 dans ce lac. Donc, il va falloir surveiller le volume de ce lac. Donc, connaître le volume d'un lac, c'est facile de connaître sa surface, mais connaître son volume, c'est plus compliqué. Donc, on fait ce qu'on appelle des bathymétries. Donc, des bathymétries, c'est une mesure avec un sonar qui vient taper le fond. Donc, c'est des choses qui sont assez faciles à faire.
soit à bord d'un bateau, comme on l'a fait au début, ou avec un drone. Là, c'est un petit bateau qu'on commande depuis, donc on est sûr de ne pas se mouiller au moins, sauf s'il se bloque quelque part. Mais voilà, donc avec un petit bateau, on vient mesurer, on lui fait parcourir le lac et on vient mesurer la profondeur du lac, et donc on peut en déduire le volume. Et donc là, vous avez les cartes d'évolution de ce volume. Alors, ce n'est pas directement le volume, là, c'est la topographie sous le lac. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que ce lac qui s'est agrandi, donc son aire est de plus en plus importante, mais surtout, il s'est approfondi parce qu'en fait, ce lac, il était à moitié sur du rocher et à moitié sur de la glace. Et au fur et à mesure, la glace, elle fond. Et donc, le lac s'approfondit aussi par non seulement il s'agrandit, mais il s'approfondit parce que la glace qui est sous l'eau, elle fond. Alors, vous allez me dire, la glace, elle flotte. Comment il peut y avoir de la glace sous l'eau? Elle est collée au rocher. Et tant qu'on ne vient pas la toucher, elle reste collée au rocher et du coup, elle ne subit pas la pression de l'eau. Donc là, vous avez les évolutions, alors depuis le bas, depuis 2021 jusqu'à 2023, vous avez les évolutions de l'air et du volume. Donc vous voyez, on est toujours resté en dessous de ces fameux 15 000, 20 000 mètres cubes vers lesquels on ne voulait pas aller en termes de gestion du risque. Une dernière chose qu'on fait, c'est qu'on suit l'évolution du niveau du lac avec des piézomètres. Donc des piézomètres, ça mesure la pression de l'eau. Donc si le niveau monte, la pression augmente. Et donc on a cette courbe là d'évolution du niveau en bleu. On voit qu'il y a des variations journalières pendant l'été parce qu'il y a beaucoup d'eau qui arrive et puis ça monte pendant la journée, ça redescend pendant la nuit, ça fait un cycle journalier comme ça. Et là on voit qu'il y a une première phase de travaux dont je vais parler après. Et puis là, il y a la vidange, mais je ne l'ai pas montré sur cette courbe, je vous la montrerai après. Pourquoi ça redescend pendant la nuit? Alors, ça redescend pendant la nuit parce que la fonte du glacier s'arrête pendant la nuit ou diminue, d'accord? Et du coup, l'exutoire finit par vidanger ce qu'il y a à vidanger. Hein, c'est un peu comme si vous aviez une baignoire avec une bonde et que vous faisiez varier le débit d'entrée. Il y a beaucoup de débit pendant la journée, puis il y a moins de débit pendant la nuit. Et la dernière chose du coup qu'il faut qu'on suive, c'est comment évolue le glacier, hein, pour voir si on se rapproche de ce fameux déversement et comment va s'agrandir le lac. Donc pour ça, on fait voler des drones qui cette fois-ci ont un appareil photo et ça permet de faire un modèle numérique du terrain, donc de voir la topographie autour du lac. Et donc ça, c'est l'évolution du glacier. Hein, donc ici en 2019, ici en 2021, ici en 2022, selon deux profils comme ça. Donc on voit que le glacier, là, entre chaque ligne, il y a 10 mètres. Donc vous voyez un peu les pertes d'élévation qu'il y a en quelques années au front de ces glaciers qui sont, bon, là on est assez bas, à 1700 mètres, mais voilà, c'est plusieurs mètres par an de perdu. Alors, dernière phase de ma présentation, qu'est-ce qu'on fait pour diminuer le risque? Donc il y a eu, suite à ces premiers travaux 2020-2021 pour caractériser est-ce que vraiment il y avait une situation à risque, ça a été d'envoyer une pelle araignée en juin 2022 pour essayer de creuser dans le granit, mais ça s'est avéré vite laborieux. Donc au début on était parti sur 2 ou 3 mètres d'abaissement du lac et puis finalement bon, ça a fait 1,25 m. Bon, parce que creuser dans le granit, c'est pas simple, ou alors il faut y aller à la dynamite, mais c'est plus compliqué. Et donc, suite à donc ça a permis de diminuer quand même le volume du lac de une dizaine de milliers de mètres cubes. Ce qui s'est fait ensuite, c'est que pendant l'été 2023, on a décidé de provoquer la surverse, de ne pas attendre qu'elle se fasse naturellement. On sait qu'elle se serait produite dans l'été 2023 ou peut-être 2024 au pire, mais on a décidé de la provoquer pour la contrôler, c'est-à-dire savoir le jour exactement où elle allait se faire et pouvoir éventuellement évacuer en bas les bossons. Parce que comme je l'ai dit, il y avait un risque de débordement au niveau des bossons avec des ponts qui étaient très petits. D'ailleurs, avant de lancer la surverse, 2 ponts ont été démontés pour laisser passer l'eau.
Et donc, ce chenal a été creusé par 2 pelles araignées en une dizaine de jours. Et la vidange totale par incision, donc après les pelles araignées, elles ont arrêté de travailler, c'est l'eau qui est passée dans le chenal et qui a complètement vidangé le lac en une semaine. Alors, juste pour vous faire peur un peu, donc on fait de la modélisation aussi dans ce laboratoire. Donc, on a fait tourner des petits modèles juste pour vous dire que voilà, on a essayé de modéliser, mais avec très très peu de données, on a essayé de modéliser comment allait se dérouler cette vidange par surverse. Parce que toutes les questions que nous posait la préfecture ou la mairie, c'est est-ce que vous n'allez pas créer l'aléa, est-ce que vous n'allez pas finalement provoquer ce qu'on voudrait éviter avec votre idée de faire déverser le lac par-dessus le glacier. Alors, donc les conclusions aussi, quand même, les conclusions de ces petites modélisations, c'était de dire qu'il n'y a pas de risque de vidange instable, donc on était assez serein que ça allait bien se passer parce que ce lac n'était pas si gros que ça. Par contre, on avait peur que la vidange ne se fasse pas, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas assez d'énergie dans le lac et pas assez d'eau dans le lac pour que ça incise complètement le chenal et que finalement ça creuse 1 mètre, puis après ça s'arrête. Et donc on aurait gagné 1 mètre, mais on n'aurait pas vidangé complètement le lac. Donc c'était un peu notre crainte. Donc le creusement du chenal, ça s'est déroulé selon ce profil. Donc là, vous avez là c'est du rocher, donc on s'est éloigné un peu du rocher, on a creusé dans la glace. Donc 2 pelles araignées qui ont terrassé à peu près 6500 mètres cubes de glace sur une longueur de 100 mètres. Donc 3 semaines de travaux jusqu'au 31 juillet. Et le 31 juillet à 15 h, on a ouvert le chenal. Donc ça, c'était un lundi. En fait, on aurait pu l'ouvrir le vendredi, mais on a préféré dire on va attendre le lundi. Comme ça, on aura la semaine pour gérer la situation. Donc ils ont ouvert, ils avaient laissé un bouchon de glace ici. Ils ont ouvert le bouchon de glace et à 15 h, le chenal a été mis en eau. Donc ça, c'est le lendemain à 11 h. Donc vous voyez, ça s'est déjà bien abaissé. Et ça, c'est le 3 août. Donc avec ce beau chenal là qui s'est creusé et avec un lac qui reste encore, qui n'est pas complètement vide. Et enfin, ça c'est une photo qui a été prise le 23 août, mais dès la fin de la première semaine d'août, le lac était vide. Donc c'est là où était le lac et on voit que l'eau maintenant, après cette vidange, sortait de ce côté-là. Donc c'est la fin du lac et aujourd'hui il est toujours pas revenu et il ne reviendra pas parce que le glacier a encore reculé. Donc l'eau s'écoule maintenant dans le torrent des Bossons et plus dans le torrent de la Creusette. Alors juste une petite vidéo sur le timelapse des travaux. Donc on avait une caméra qui nous permettait de surveiller depuis nos ordinateurs dans les laboratoires ce qui se passait là-bas. Donc on voyait le lac. Donc c'est quelque chose qui est un peu à 180 degrés, donc ça donne une image un peu déformée de ce qui se passe. Donc le lac il est là, le glacier il est là, et là on est posé sur le promontoire un peu rocheux, un peu granitique qui fait front, qui bloquait un peu le glacier. Et donc cette vidéo c'est une image, je ne me souviens plus combien il y en a, une image toutes les heures. Donc on voit les pelles araignées qui travaillent. Donc on va voir aussi qu'il y a des week-ends où il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Donc après, les pelles araignées reviennent. Donc elles sont en train de creuser ce chenal qui va déboucher ici. Voilà. Donc là, il doit sûrement y avoir des week-ends. Ensuite, il y a ce gros rocher là qui pose problème. Donc boum, on le dynamite. Il n'y a plus de rocher. Voilà, donc on continue à creuser. Et là, je pense qu'on ne doit pas être loin de fin juillet. On attend le lundi matin et hop, le chenal se met en eau. Donc ça va assez vite. Vous voyez le lac qui baisse ici. D'accord, donc là, on ne doit pas être loin de la fin de la première semaine d'août. Et vous allez voir que ça déstabilise quand même un peu. Ce chenal qui fait 7 mètres de profondeur, ça déstabilise un peu le glacier, il y a tout qui se casse la figure, qui vient reboucher le chenal. Il n'y avait personne là dans le chenal au moment où ça s'est passé. Voilà. Et donc pour finir, on a trouvé que c'était vraiment une bonne opportunité
d'avoir cette vidange, parce que finalement on a très peu de données sur à quelle vitesse la glace est incisée par l'eau dans ce genre de chenal, de chenaux. Et donc on en a profité pour venir poser des instruments pendant toute la semaine où il y a eu la vidange. On a posé des instruments pour mesurer la température de l'eau, pour mesurer la profondeur d'eau, pour mesurer la vitesse de l'eau, pour mesurer les débits. Donc voilà, avec un travail plutôt facile au début, puisque le chenal il faisait quelques centimètres de profond, puis à la fin il faisait 7 mètres de profond, donc c'était un peu plus compliqué de travailler sur le terrain. J'en profite pour remercier tous les collègues qui ont fait ce boulot, voilà, qui ont pris quelques risques pour aller récupérer toutes ces données. Ces données, ça a produit un rapport qui a été rendu à la DGPR. Et donc là, je vous donne juste un résultat. Donc on est arrivé à un taux d'incision de 1 mètre par jour, c'est-à-dire que le chenal s'approfondissait de 1 mètre par jour. Et donc en une semaine, on avait vidé le lac qui faisait 7 mètres de profondeur. Et un des résultats importants aussi, c'était que l'eau du lac, finalement, ne représente que 5% de l'eau qui est passée dans le chenal. Les 95 autres %, c'est l'eau de fonte du glacier qui est arrivée dans le lac quotidiennement. Donc ça a beaucoup aidé à inciser. S'il n'y avait eu que le lac, ça ne se serait pas vidé. Et heureusement qu'il y avait toute cette eau qui arrivait dans le lac au quotidien. Bon bah voilà, donc là on a parlé, Olivier a fait un retour d'expérience d'un événement qui a eu lieu. Donc on nous a présenté le cas d'un lac. Et moi, je vais vous présenter le travail de ma thèse, mais plus globalement, ce qui est fait aussi à l'IGE en ce moment sur les risques glaciaires, mais là, plus d'un point de vue vraiment de prévention, et d'essayer de se projeter un peu dans le futur et de se dire, bah, nos glaciers de montagne changent, évoluent, et donc, qu'est-ce qui peut bien se passer sur ces glaciers de haute altitude en montagne? Et on va prendre le glacier de Tacona, que je vais vous présenter rapidement. Donc le glacier de Tacona, on l'a vu tout à l'heure sur la carte que vous a présentée Olivier, il se situe juste à côté du glacier des Bossons. Donc il est juste ici, on avait le glacier des Bossons ici et le glacier de Tacona donc aussi dans la vallée de Chamonix. C'est un glacier qui a un bassin versant de 7 km² à peu près et une surface englacée aujourd'hui de 3 km². Et j'attire votre attention sur cette partie-là qui est entourée en jaune parce qu'en fait c'est une barre de sérac. Donc les séracs, c'est des morceaux de glace qui sont plus ou moins stables et qui, vous en avez peut-être déjà entendu parler en montagne, font partie des risques bien connus des alpinistes qui peuvent se décrocher et de manière assez inattendue. Et donc voilà, ça fait partie du fonctionnement normal de ce glacier-là de Tacona, très crevassé et connu pour ça. Et donc du coup, dans la vallée, ici aux Ouches, on a des dispositifs de paravalanche. Donc dans le cas de ces grosses chutes de sérac qui peuvent survenir, pour essayer de stopper un petit peu cet aléa et prévenir les risques au niveau des enjeux des Ouches. Donc voilà, ça c'est ce qui est bien connu aujourd'hui, c'est le fonctionnement normal du glacier de Tacona, qui est donc un glacier froid, suspendu, à très haute altitude pour les Alpes françaises, très régulièrement enneigé, donc qui aujourd'hui ne perd pas forcément beaucoup de masse sur sa partie supérieure, donc voilà, parce qu'il est encore assez haut, mais qui par contre se situe dans de très fortes pentes et a cette particularité donc d'être extrêmement fracturé et d'avoir des chutes de sérac régulières. Donc ça, c'est son fonctionnement normal aujourd'hui et c'est ce qu'on connaît. Par contre, peut-être que le changement climatique qu'on connaît en montagne va avoir un impact sur ce type de glacier-là. Et notamment, on en a parlé en introduction, un risque potentiellement d'avalanche de glace. Donc le risque sur le glacier de Tacona et sur d'autres glaciers de montagne, ce serait de se dire qu'actuellement, la glace du glacier de Tacona est froide et que donc elle est gelée et qu'elle sert de ciment, de colle en fait sur le lit rocheux. Donc malgré la forte pente, c'est un glacier qui est a priori très stable parce que très froid. Mais si le glacier est amené à se réchauffer et notamment au contact avec le sol, ce ciment naturel de la glace froide risque de ne plus très bien fonctionner. Donc on pourrait être amené à avoir vraiment des gros morceaux de glacier qui en fait vont se décoller du fait de la forte pente et d'un glacier beaucoup plus chaud, donc à 0 degré, si on atteint le point de fusion. Donc là, on peut regarder rapidement, on voit des profils de température et je vais revenir un peu plus tard sur ces profils. Mais donc la partie en fait, qui nous intéresse ici, c'est de se dire est-ce que justement sur cette partie-là du glacier, juste au-dessus de cette barre de sérac, dans une très forte pente, si c'est amené à se réchauffer, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Et or, on le sait que l'atmosphère se réchauffe et du coup, les glaciers aussi, en réponse à ce réchauffement atmosphérique. En haute altitude, donc à 4300 mètres d'altitude, sur le col du Dôme, donc qui est un site tout en haut du glacier de Tacona, on sait qu'il y a un réchauffement climatique important, on le connaît, on a un réchauffement climatique dans la vallée, mais en plus de ça, on sait que ce réchauffement climatique est amplifié à haute altitude
et qu'est-ce qui se passe dans la glace. Donc, entre 1994 et 2021, on estime qu'on a un réchauffement à cette altitude-là, donc à partir de 2000-2500 mètres d'altitude, qui serait de l'ordre de plus 1,5 degré, ce qui est déjà plus que dans les vallées. Et en plus de ça, on constate, nous, dans notre glacier, qu'à 40 mètres de profondeur, entre 1994 et 2021, donc la courbe en bleu et la courbe en vert, on aurait un réchauffement qui serait encore supérieur, qui serait de l'ordre de 2,7 degrés à 40 mètres de profondeur. Donc là, on se dit, OK, on sait qu'on a un réchauffement climatique, mais c'est quand même beaucoup, c'est plus que ce qu'on observe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, ça peut être inquiétant du point de vue de la stabilité. Et donc, on commence à se poser des questions. Donc, il y a tout un réseau d'observation qui est mis en place sur le glacier de Tacona pour surveiller cette température. Donc, on voit qu'on a des profils de température. Donc, en fait, on regarde sur toute la profondeur de la glace. On regarde la température, donc en fonction de la profondeur ici, à plusieurs endroits, donc par exemple sur les points 4, 3, voilà, tout là où il y a les petites étoiles. Et on fait ça plusieurs années aux mêmes endroits pour comparer l'évolution de la température. Et on voit qu'entre 2008 et 2021, sur tous les endroits, enfin sur tous les sites observés, on a un réchauffement avec la température qui augmente, donc de manière plus ou moins importante selon la profondeur, mais par contre c'est quand même un signal qui est présent sur tous les sites. Donc c'est là qu'intervient un petit peu le rôle du chercheur, c'est de se dire, d'accord, on observe tout ça, mais comment est-ce qu'on l'observe aujourd'hui dans le présent, dans les quelques années qu'on connaît là, qu'on a eu ces 15 dernières années d'observation, mais comment est-ce qu'on peut se projeter dans le futur? Est-ce que ça va générer un risque ou est-ce que ça va s'arrêter? Enfin, comment ça fonctionne? Donc on a nos observations qui nous servent à calibrer des modèles pour se dire, voilà, on va essayer de se projeter à l'avenir. Et dans le futur, et nos modélisations, on les teste en validant, en fait, en essayant de voir si on arrive à reproduire ce qu'on a déjà observé dans le passé, de façon à avoir des projections assez robustes. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a projeté, et on a comparé ce que nous, on a d'abord validé ce qu'on avait fait avec nos modèles, en comparant à ce qu'on avait observé donc dans les années entre 2010 et 2021, où on a fait des relevés de terrain. Et là, je vais aller un peu vite là-dessus, mais donc on fait bien une modélisation de la température du glacier à la base, on obtient différentes températures, donc là on voit que ça commence à être proche du rouge, donc que ça se réchauffe et que ça arrive presque au point de fusion, alors que là c'est encore assez froid. Mais surtout, on essaye de tester un peu notre modèle et on se dit, en fait, est-ce qu'on modélise vraiment ce qu'on observe? Donc là où c'est des petits points et des traits fins, ça va être ce qu'on va observer, et là où c'est des traits pleins, c'est ce qu'on modélise. Et on voit que ce qu'on observe, c'est toujours quasiment sur tous nos profils un peu plus chaud que ce qu'on a modélisé. Et donc là, encore une fois, on se dit, d'accord, on va essayer de se projeter, mais pour se projeter, il faut que nos modèles soient robustes. Est-ce qu'il ne nous manquerait pas la compréhension d'un processus? Eh bien, peut-être que si, et ce processus, ce serait le rôle de la percolation de l'eau sur la température du glacier. Parce que si on revient au début, je vous ai dit que le glacier de Tacona, il était extrêmement fracturé, et que l'eau, ça peut avoir un impact sur le régime thermique du glacier, donc sur sa température. Le glacier de Tacona, donc très fracturé, il va laisser passer de l'eau de fonte, notamment, parce qu'on l'a dit, il fait plus chaud. Donc il fait plus chaud, il y a toujours des précipitations de neige d'hiver, mais par contre, ça fond plus. Qui dit plus de fonte, dit plus de transit d'eau dans ces grosses fractures du glacier, qui viennent et qui percolent en profondeur. Et au moment où elles vont aller dans le glacier, ça va se refroidir, parce que notre glacier, il est quand même, a priori, au départ, plus froid. Et quand ça va se refroidir, ça va, au bout d'un moment, une certaine profondeur regeler. Et là, il y a un processus qui fait que quand l'eau regèle, elle dégage de la chaleur. Parce qu'en fait, l'énergie qu'on a utilisée pour regeler, pour se refroidir, elle n'est pas perdue, cette énergie. Et en fait, elle va redonner de la chaleur autour d'elle. Et donc, localement, on va réchauffer le glacier. Et ça peut arriver donc, soit dans les premiers mètres, donc comme on l'a vu à 20-40 mètres, soit un peu plus en profondeur si nos crevasses sont encore plus importantes, soit encore plus en profondeur si nos crevasses sont vraiment très profondes et que l'eau peut être amenée quasiment jusqu'à la base du glacier. Et donc là, on a un peu 3 hypothèses différentes de se dire, si notre glacier est vraiment très fracturé et que les crevasses sont vraiment très profondes, ce réchauffement qu'on voit, il peut vraiment avoir lieu au niveau de la base du glacier. Et ça, c'est ce qui nous inquiète d'un point de vue de la stabilité du glacier. Donc on reprend la casquette du chercheur et on se dit, d'accord, qu'est-ce qu'on a? On a des observations, on essaie de les calibrer avec ce nouveau processus. Ensuite, selon différents scénarios climatiques, qui vont dépendre un peu de nos comportements humains, de société, de choix de société pour réduire notre empreinte carbone, on va essayer d'estimer la température du glacier de Tacona, notamment, pour les années 2050, 2080, 2100, et essayer de voir ces différents scénarios et pouvoir prendre en conséquence des décisions.
Donc là, moi, dans ce petit contexte-là de présentation ce soir, je vais aller un peu vite, mais on se situe j'ai choisi de faire le choix d'un scénario de plus 2 degrés de réchauffement global en 2100. Donc voilà, on voit que jusqu'en 2050, globalement, je vais vous présenter les projections pour 2050. On voit que les différents scénarios un peu d'émissions de CO2 et de choix de société ne changent pas grand-chose, donc je passe assez vite là-dessus. Et on va avoir ce genre de carte où en fait on modélise donc pour chaque un peu bande d'altitude de notre glacier. Donc là on est plutôt vers le bas, là on a notre fameuse barre de Sérac où ça nous inquiète un petit peu en termes de stabilité. Là on est plutôt vers le haut du glacier où on a fait les observations du col du Dôme. Et on va voir à ces différentes altitudes, on va modéliser la température à la base du glacier. Donc selon 3 hypothèses par contre, là on en revient à notre fameux petit aspect très scientifique et qui va être le cœur de ma thèse, c'est les différentes hypothèses sur la capacité de l'eau à percoler plus ou moins profondément. Donc on l'a dit tout à l'heure, si ça percole que sur le début et que l'eau n'accède pas vraiment au fond du glacier, ça va avoir un effet de réchauffement, mais plutôt sur le haut du glacier, donc ça ne remettra pas forcément en question la stabilité du glacier. Là, on commence à se poser un peu plus la question de se dire, quand même, ça commence à se rapprocher vraiment du fond, et par diffusion de chaleur, eh ben, peut-être qu'on va avoir quelque chose d'inquiétant. Et là, si vraiment on a une percolation très efficace quasiment jusqu'au fond du glacier, la question de la stabilité du glacier va vraiment beaucoup plus se poser. Donc selon l'hypothèse 1, on voit qu'ici, ça se réchauffe pas mal. Selon l'hypothèse 2, on voit que là, eh ben, effectivement, plus ça percole profond, dès 2050, plus on voit que le glacier va quand même se réchauffer à sa base. Et si jamais on a l'hypothèse 3, on voit que quand même, vraiment, il y a une énorme partie du glacier, assez conséquente, qui va devenir tempérée à une glace de 0 degré au fond du glacier. Et donc là, on va commencer à s'inquiéter vraiment parce que les pentes sont assez importantes ici. Avec une glace qui ne sert plus de ciment parce qu'elle est à 0 degré, est-ce qu'on pourrait avoir une fameuse avalanche de glace, donc de volumes qui vont aussi dépendre des différents scénarios de percolation. Donc ça, c'est ce que nous, on essaye de mieux contraindre. Donc c'est l'étude en fait, que je fais dans ma thèse. Ça va être de se rendre sur ce glacier de Tacona. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un peu ce processus observation, modélisation, observation, modélisation, observation, modélisation. Donc en fait, on va aller sur le glacier de Tacona. Et on va refaire une étude de terrain pour essayer de mieux comprendre vraiment de manière très fine comment se comporte l'eau dans le glacier, jusqu'où elle peut aller et quel est l'effet de ces crevasses. Donc en fait là on a toute notre zone avec plein de crevasses qu'on voit ici, là, donc c'est vraiment des gros trous dans le glacier dans laquelle peut pénétrer l'eau de fonte, l'eau de pluie. Et on va faire un forage au-dessus et en dessous. Et on va étudier en fait l'effet de cette eau qui va regeler en profondeur plus ou moins profond sur la température du glacier. Et ça, c'est pas une mince affaire, parce que le glacier de Tacona, comme je vous l'ai dit, il y a des trous partout, il y a plein de fissures, il est très fracturé, donc c'est pas évident d'aller dessus. Donc il y a un gros enjeu de préparation de campagne, parce que ça suppose donc d'y aller en hélicoptère, tout en essayant de ne pas faire beaucoup d'allers-retours, parce qu'on le sait que ça a un coût et économique et CO2, donc c'est pas du tout à négliger. Et puis voilà, il y a plein de choses auxquelles penser. Donc ramener tout le matériel sur le glacier, c'est des choses qui pèsent très très lourd. Donc là, on a cette fameuse foreuse qui nous permet d'aller au fond du glacier pour avoir des profils de température. On a d'autres images après. Là, on voit l'équipe, elle est juste ici. Là, c'est le tout petit point. Et ça, c'est les énormes crevasses. Donc ça remet aussi en perspective un petit peu la petitesse d'une équipe de scientifiques sur un gros glacier comme ça. Il faut aussi pas se mettre en danger. Enfin, donc il y a plein d'enjeux sur le terrain directement. Et donc voilà, c'est aussi des outils qui sont faits sur mesure pour ces expériences-là, mais qui doivent fonctionner à très haute altitude, il fait froid, il faut que la fenêtre météo soit la bonne, donc il y a énormément de contraintes. Et donc on voit que voilà, tout le monde s'affaire un petit peu autour de cette machine un peu infernale. Là. Donc imaginez qu'il faut qu'on soit sur le glacier, donc il faut un réservoir d'eau qu'on va faire chauffer avec une chaudière. Donc forcément, il faut du fuel pour alimenter le chauffage de cette chaudière. Cette eau, elle est transportée pour être infiltrée dans le glacier. Et vu qu'elle est chaude, en fait, elle fait fondre le glacier petit à petit. Donc c'est des heures d'eau qu'on fait chauffer, qui font fondre le glacier, tout ça sur 120, 140 mètres de profondeur. Et ensuite, on va mettre nos petits instruments. Donc ce sont des chaînes de thermistance pour mesurer la température à différentes profondeurs. Et un autre système un peu plus nouveau, on va dire, qui est le fait de se servir de la fibre avec des systèmes d'acquisition qui nous permettent de voir à très très fine échelle, donc à la fois dans la profondeur et à la fois dans le temps, vraiment des changements de température très très fins. Et donc ça, c'est ce qu'on va essayer d'exploiter comme données. Donc c'est une campagne qui est prévue pour cet été 2025. Et c'est des données que je vais essayer d'exploiter dans la thèse et avec les collègues aussi. Donc voilà, donc on voit encore une fois un peu les conditions. Donc il fait beau.
On croit qu'il fait toujours beau, mais il faut l'attendre, la fenêtre météo, il fait beau, parce que se servir d'un hélicoptère quand il ne fait pas beau, qu'il y a du vent, que c'est nuageux, c'est impossible. Donc c'est pour ça que sur ce genre de campagne-là, il y a un petit ciel bleu, et heureusement, parce que sinon on ne pourrait plus sortir du glacier. Donc voilà, c'est un peu l'affaire à suivre, on va dire, sur ce glacier de Tacona et sur le risque d'avalanche de glace du fait du réchauffement du glacier de Tacona et de manière plus globale des glaciers froids suspendus des Alpes.